Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un univers qu'on pense connaître, mais qui est en réalité plein de mystères, la vie sexuelle des plantes. Oui, oui. Et non, ce n'est pas si simple que ça en a l'air. C'est une histoire incroyable, pleine de stratégies, de séduction, de partenaires parfois improbables, et surtout, une histoire de survie. La question de départ, elle est toute simple en fait. Comment une plante, qui est littéralement clouée au sol, peut-elle bien faire pour conquérir le monde? Pour se reproduire, pour s'étendre, sans pouvoir bouger d'un millimètre? C'est quand même un défi de taille, non? Eh bien, pour relever ce défi, elles ont mis au point des armes secrètes absolument incroyables, de véritables stratégies évolutives. Et, comme cette image le suggère, un de leurs plus grands secrets, c'est qu'elles ont des complices. Elles ne font pas cavalier seul. Alors, commençons par la méthode la plus connue, la plus spectaculaire. La fleur. On pourrait croire qu'elle est juste là pour décorer, pour faire joli, mais pas du tout. En réalité, une fleur, c'est une machine de guerre reproductive. C'est un peu l'appli de rencontre la plus high-tech du monde végétal, conçue pour attirer le partenaire idéal et assurer l'avenir de l'espèce. Regardez ça. À gauche, on a la théorie, le plan d'architecte, si l'on veut, le schéma qui décortique toutes les pièces de cette mécanique de précision. Et à droite, on a la réalité, la mise en pratique, une superbe fleur d'oranger. On voit bien comment toute cette ingénierie prend vie dans la nature. Au cœur de cette machine, il y a deux éléments clés à retenir. D'un côté, les étamines, c'est la partie mâle, celle qui produit le pollen. De l'autre, le pistil, c'est la partie femelle. Le but du jeu, on l'aura compris, c'est de faire en sorte que le pollen des étamines arrive jusqu'au pistil. Et tout ce processus se déroule en trois grandes étapes. Étape 1, la pollinisation. C'est la phase de transport du pollen. Ensuite, étape 2, la fécondation. C'est le moment magique où les gamètes mâles et femelles s'unissent. Et pour finir, la troisième étape, la fructification. C'est là que la graine et souvent le fruit qui l'entoure se développent. Et pour cette première étape, la pollinisation, les plantes ont souvent besoin d'un coup de main. C'est là qu'entrent en scène des alliés de choc, comme les abeilles. Comme le dit la citation, ce sont des transporteurs. En allant de fleur en fleur pour chercher du nectar, l'abeille se couvre de pollen. Et, sans même s'en rendre compte, elle joue les entremetteuses, livrant le précieux pollen à la fleur suivante. Mais le voyage ne s'arrête pas là. Une fois le grain de pollen livré à bon port, sur le pistil, une aventure incroyable commence. Le grain de pollen va germer et il va créer une sorte de long tunnel, un tube qui va descendre tout le long du pistil pour aller trouver l'ovule bien caché au fond. C'est un périple microscopique absolument fascinant. Et le résultat de toute cette opération, eh bien, c'est la victoire. L'ovule est fécondé et il se transforme en graine. Et pour protéger cette graine, l'ovaire de la fleur va se mettre à gonfler, à se transformer pour devenir un fruit. C'est comme ça que naissent les pommes, les cerises, les tomates. La boucle est bouclée. Bon, la fleur, c'est la version de luxe, la technologie de pointe, si on veut. Mais il faut savoir que toutes les plantes n'ont pas misé sur cette stratégie. On va maintenant remonter le temps pour découvrir une méthode bien plus ancienne, une méthode ancestrale de reproduction. Ok, donc pour les plantes à fleurs, c'est clair. Fleurs, pollen, graines. Simple. Mais alors, qu'id des autres? Celles qui n'ont pas de fleurs, comme les fougères ou les mousses. Elles utilisent des spores. Et oui, c'est là que ça devient un peu plus mystérieux. Comment ça marche, leur truc? La voilà, la réponse. Leur secret, ce sont les spores. Si on a déjà regardé sous une feuille de fougère, on a peut-être remarqué ces petits amas bruns. Eh bien, ce ne sont pas des parasites. Ce sont des sporanges, des centaines, des milliers de minuscules sacs remplis à craquer de spores. Leurs cellules reproductrices. Et là où ça devient vraiment dingue, c'est leur cycle de vie. Ce n'est pas du tout direct. Une spore qui tombe au sol ne donne pas tout de suite une nouvelle fougère. Non, non. Elle germe et crée une toute petite chose, une sorte de petite feuille en forme de cœur, qu'on appelle un protale. Et c'est sur cette structure que se trouvent les organes mâles et femelles. La fécondation se passe là, et c'est seulement après qu'une nouvelle fougère va pouvoir pousser. C'est un cycle à double détente, en 2 générations. Allez, on passe à la troisième et dernière grande stratégie, et celle-là, c'est un peu le plot twist de notre histoire. Imaginez, et si une plante pouvait tout simplement se passer de tout ça? Pas de partenaire, pas de pollen, pas de rencontre. Si elle pouvait se reproduire toute seule. Eh bien, ça existe. Ça s'appelle la reproduction végétative ou asexuée. L'idée est simple. Plus besoin de brassage génétique, plus besoin de gamètes. On prend juste un morceau de la plante mère et hop, on en fait une nouvelle. Une copie carbone, un clone parfait. Et en fait, on connaît ça très bien, sans même y penser. Une pomme de terre qui germe dans le placard, c'est ça.
Une gousse d'ail qui fait des pousses vertes, c'est ça aussi. Les tubercules, les bulbes, les rhizomes, comme le gingembre, ou même les stolons des fraisiers, ce sont tous des outils que les plantes utilisent pour se cloner elles-mêmes. C'est vraiment la photocopieuse de la nature. C'est une méthode ultra efficace, super rapide. Si une plante se sent bien quelque part, elle n'a pas besoin de prendre de risques avec la reproduction sexuée. Elle se copie et elle colonise l'endroit en un temps record. Zéro prise de tête, efficacité maximale. Et évidemment, les humains ont très vite pigé le truc. Le bouturage, le marcottage, le greffage, toutes ces techniques de jardinage qu'on utilise depuis la nuit des temps, ce n'est rien d'autre que de l'exploitation de cette capacité naturelle des plantes à se cloner. On a juste copié la nature. Ok, on a vu 3 stratégies bien différentes. Mais au fond, pourquoi c'est si important de comprendre tout ça? Eh bien tout simplement parce que c'est la clé qui explique la diversité et la résilience incroyable du monde végétal, ce monde qui nous fait vivre. Pour résumer, on peut dire que les plantes ont une boîte à outils de survie ultra complète. Option 1, la fleur, pour le brassage génétique, pour créer de la nouveauté et s'adapter sur le long terme. Option 2, les spores, une méthode de dispersion massive et super robuste. Et option 3, le clonage, le mode conquête rapide, pour s'étendre vite et bien quand les conditions sont idéales. Et il ne faut jamais l'oublier, cette diversité de stratégies, c'est le socle de nos écosystèmes. C'est ce qui fait que la nature est si riche, et plus directement, c'est ce qui remplit nos assiettes chaque jour. Sans ces mécanismes, pas de fruits, pas de légumes, pas de céréales, rien. Et on va se quitter sur une question, une sorte de paradoxe. Si le clonage est si simple et si efficace, pourquoi est-ce que tant de plantes continuent de s'embêter avec les complications de la reproduction sexuée? Pourquoi prendre tous ces risques? La réponse à cette question, c'est peut-être ça, le véritable secret de leur incroyable succès sur notre planète. Merci d'avoir suivi cette analyse.